Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bienvenue dans Voix de l'IFH, une série de Terre des érudits. Après avoir exploré la langue française comme outil de transmission, dans le premier épisode, nous poursuivons aujourd'hui avec la littérature francophone envisagée comme un pont culturel et une mémoire vivante. Notre invité est Verly Sylvestre, professeur de français, avocat, qui va partager avec nous son parcours, sa vocation et sa vision de l'enseignement du français à travers la littérature. Voix de l'IFH, la mémoire vivante d'Haïti. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Monsieur Verly, on sait généralement que derrière chaque enseignant, il y a une histoire qui permet d'expliquer le parcours, la vocation, le début de ce métier. Qu'est-ce qui vous a permis de vous acheminer vers l'enseignement du français, notamment à l'IFH? Il faut dire qu'il y a effectivement une histoire derrière chaque enseignant. Il y a quelque chose qui explique. Je ne dirais pas que c'est la vocation. Je ne peux pas expliquer mon parcours comme enseignant de français par la notion de vocation. Je peux dire tout simplement que il y a eu un talent dormant, latent, puisque quand j'étais à l'école secondaire, j'avais une facilité à expliquer les choses. J'expliquais des notions à mes camarades, donc on m'encourageait, alors que j'étais au collège, à enseigner en raison de cette facilité de transmission qui était chez moi. Mais pour l'enseignement, notamment l'enseignement du français, c'est surtout parce que j'ai été étudiant à la faculté de linguistique appliquée. Quand on est étudiant à cette faculté, la première débouchée qu'on a, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc, j'ai été euh, invité un jour à assister à un cours de français. Comme je te disais tout à l'heure, après le cours, je suis devenu enseignant de français. Comment vous êtes devenu maintenant prof de français à l'IFH? L'histoire est plutôt intéressante, je dirais même palpitante, parce que j'enseignais au collège Casse-Pressoir. J'étais enseignant de français au collège Casse-Pressoir. J'enseignais au niveau de la 7e à la 9e année fondamentale. Un jour, la directrice d'alors de la direction des cours de l'Institut français, Madame Trey, elle a visité le collège Casse-Pressoir. Monsieur Étienne, qui est le directeur, le fameux directeur du collège Casse-Pressoir, il m'a présenté Madame Trey. Il se trouve que Monsieur Étienne est allé faire quelque chose. Hein. Elle est allée à la direction pour régler quelque chose je dirais, en 60 minutes. Et à son retour, Madame Drey lui demande que je devienne prof à l'Institut français. Voilà comment. Parce que, entre-temps, j'expliquais à Madame Drey ma conception de la langue française. Je lui expliquais également mes méthodes d'enseignement, comment j'enseigne le français. Donc, cette façon d'enseigner, ce rapport avec la langue, elle a aimé ma façon, les méthodes de travail et elle voulait que je devienne prof de français à l'Institut français. Alors, est-ce qu'avant, vous avez une relation avec l'IFH? Absolument, parce que j'étais ancien étudiant à l'Institut français en Haïti. Alors, j'ai commencé mes études du français à l'Institut français en B1 jusqu'à C2. Voilà. Très bien. Monsieur Verly, comment concevez-vous la mission éducative? Offrir une langue qui ouvre des horizons nouveaux? D'abord, c'est la mission de l'enseignant. Un enseignant
c'est, je dirais, un être exceptionnel qui a une mission exceptionnelle et que cette mission consiste à former, à forger, à renforcer l'esprit critique de l'être humain. C'est vraiment ça la principale mission de l'enseignant. Et en tant que prof de français, la mission, à mon sens, elle est double. Il ne suffit pas de former un apprenant, de l'accompagner, de forger l'esprit critique, mais l'enseignant de langue, il a cette mission particulière car son rôle consiste à jouer un rôle de pont entre tous les autres savoirs et la langue. Puisque la langue n'est pas une matière comme les autres, le prof de français, il doit comprendre que sa mission principale est de jouer le rôle de pont entre les autres matières, donc entre les autres profs et la langue. C'est effectivement ça, je dirais, le fil rouge de la mission de l'enseignant. C'est-à-dire, l'enseignant, il met l'accent que sur le savoir et le savoir-être. Parler de l'esprit critique, éveiller l'esprit critique des apprenants. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? De manière générale, la mission de tout enseignant, c'est de forger l'esprit critique de l'apprenant. Je disais que la mission de l'enseignant de langue, elle va au-delà de ça. Pourquoi? Parce que je crois profondément que l'enseignant de langue, lui, il a cette mission spécifique qui est de permettre à l'apprenant de maîtriser les autres matières. Ce n'est pas que, puisque le français n'est pas une matière, le français, la langue, c'est un moyen. L'enseignement du français permet à l'élève de développer des capacités de compréhension. Et cette capacité de compréhension va être utile dans l'apprentissage des maths, dans l'apprentissage de la physique, dans l'apprentissage de toutes les autres matières. C'est pour cette raison que je disais que le français, ce n'est pas une matière, hein. C'est une opportunité, un outil permettant de maîtriser les matières, que ce soit l'histoire. Pour comprendre l'histoire, il faut maîtriser la langue. Vraiment, le français, c'est l'élément de départ de l'apprentissage, sans quoi aucun apprentissage n'est possible. D'accord, c'est comme, je dirais, c'est langue, culture, langue et science. Absolument, parce que la langue, c'est un médium, c'est un instrument. La langue permet le passage entre les cultures, le passage des savoirs. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. La langue permet, véhicule, C'est un véritable véhicule de connaissances. de connaissances. Mais aussi la langue, c'est une porte vers la littérature. Et vous avez une formation, Monsieur Verly-Sylvestre, en sciences de langage. Vous étiez à la faculté de linguistique appliquée. Alors, en quoi, d'après vous, Monsieur Sylvestre, que l'apprentissage du français prépare vos étudiants à entrer dans l'univers de la littérature francophone? Comme enseignant de français, je sais que la meilleure manière d'enseigner cette matière, ce n'est pas de transmettre les règles, la grammaire. Ce n'est pas ça l'enseignement du français. Pour que l'apprentissage soit réel, pour que l'apprentissage soit efficace, il faut créer chez l'apprenant l'autonomie, l'amour de l'apprentissage, l'amour, la curiosité. Et la seule façon, en fait, c'est mon opinion, la seule façon d'accompagner, de créer l'autonomie dans l'apprentissage du français, c'est conduire l'apprenant vers la littérature. Puisque
la littérature, c'est le territoire privilégié de l'apprentissage de la langue. On ne peut pas maîtriser les tréfonds du langage avec ses richesses, avec développer les rapports avec les mots sans passer par la littérature. La littérature, je dirais, c'est là où l'apprentissage se renforce. C'est tout le travail de Roland Barthes, et que ce soit sur l'écriture, on se rappelle de son œuvre, le degré zéro de l'écriture de Roland Barthes. Je me permets, Bien sûr. quand je dis qu'il faut utiliser la littérature pour renforcer l'apprentissage, je ne dis pas que tout est littérature, puisque quand on enseigne la langue, par exemple, on enseigne à l'université, ce n'est pas la littérature. On doit donner des outils à l'apprenant. Comment lire un document, comment interpréter. Ce n'est pas de la littérature. Ce que je disais, c'est que pour maîtriser la langue, il faut passer par la littérature. Ce n'est pas la littérature comme amour. Ce n'est pas la littérature comme on peut penser au texte de Rimbaud. Ce n'est pas la littérature comme des phrases, de jolies phrases, des envolées. Ce n'est pas ça. C'est la littérature qui permettra à l'apprenant d'apprécier les mots à leur juste valeur. Comment les mots sont utilisés Absolument. aujourd'hui. Parce que la littérature, elle a de ceci de particulier, elle préserve la justesse du langage. Et si on ne permet pas à l'apprenant de comprendre que tel mot a un sens, qu'on peut l'utiliser effectivement dans d'autres situations, mais un mot a une âme. Et puis la littérature, c'est le lieu de préservation de tous les sens d'un mot. Ça, c'est intéressant de l'enseigner comme quand on est prof de langue. De langue. Vous avez raison. Alors, vous avez parlé de Rimbaud, vous avez cité Rimbaud. Quel auteur, quelle œuvre francophone vous mobilisez en classe pour réveiller cette curiosité de vos étudiants vers la littérature? Quand j'étais au début de ma carrière d'enseignant, notamment à l'Institut français, j'utilisais des auteurs de la littérature francophone, notamment des auteurs français, puisque j'ai été mon apprentissage a été facilité par les auteurs de littérature. Donc, j'ai appris la langue française au chevet des, des littéraires français comme Rimbaud, Verlaine, Albert Camus. Donc, c'est des auteurs que je lisais. Notamment L'étranger d'Albert Camus. L'étranger d'Albert Camus. Donc, c'est des auteurs que je connais, que je connais. Mais dans ma pratique d'enseignant, j'ai fait un choix. Ce choix consiste à aider, à conduire l'apprenant à réfléchir sur les écrivains francophones de la littérature haïtienne. Pour être plus concret, j'enseigne dans une salle, par exemple, le texte narratif. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais prendre des fragments de narration dans un roman de Lionel Trouillot, par exemple, ou un fragment de narration dans un texte de Daniela Fertier. de Daniela Ferrière, hein. Donc, c'est vraiment un contact avec la littérature, hein. Alors, je vais enseigner comment rapporter des faits au passé. Ça, la capacité à rapporter des faits. Qu'est-ce que je fais pour enseigner le texte narratif? C'est vraiment des fragments de textes littéraires haïtiens. Cela ne signifie pas que je n'utilise pas les autres auteurs, hein, parce que l'enseignement permet ce dialogue entre les cultures, entre les auteurs.
comment pensez-vous que le français pourrait devenir un instrument de dialogue entre culture et imaginaire? Vous en avez parlé tout à Alors, l'heure. si tu me permets, je poserai la question d'une autre manière. Oui. Pas comment le français peut le devenir, le français l'est déjà. Le français, c'est un instrument de dialogue interculturel. Pour être un peu, si tu me permets, un peu terre à terre avec un exemple, il y a Ariana Lafont qui vient de participer à un concours, je crois que c'est au Bénin, au Togo ou au Bénin. Bien sûr. Donc, on a vu le français comme élément de dialogue culturel, hein. Les autres participants sont des francophones. On a vu Ariana s'exprimer en français. Il y avait effectivement cette facilité, ce dialogue entre Ariana et les autres participants qui, eux, sont africains, mais des Africains d'expression francophone. Donc voilà un dialogue. Et si tu demandes en Haïti à un Haïtien, même si la personne n'est pas scolarisée, qui est Jojo, le comédien, qui sait quoi à House of Challenge, la personne pourra facilement te dire, voilà, voilà, voilà. Donc pourquoi? Parce que même quand la personne ne comprend pas tout, elle comprend un peu. Parce que le français a un statut particulier en Haïti. Ce n'est ni une langue maternelle, ni une langue étrangère. Le français a un statut intermédiaire en Haïti et ce statut intermédiaire permet même aux Haïtiens d'expression créolophones qui sont uniquement créolophones. Ces Haïtiens ont d'une certaine manière accès euh, à quelques pans de compréhension du français. OK. Alors, c'est pour dire que le français, c'est une langue seconde. Le français, c'est plus qu'une langue seconde, puisque le français, tu sais que la mémoire de l'État, c'est une mémoire francophone. Les textes de l'administration publique, les services, pour tout le système d'archivage est en français. Donc, ce n'est pas une langue maternelle puisqu'elle n'est pas parlée avec spontanéité par tout le monde, mais elle n'est pas incomprise non plus. Donc, c'est une langue de chez nous, malheureusement, qui n'est pas totalement maîtrisée par tout le monde. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Merci, merci. Peut-être qu'on va y revenir, Monsieur Verly. Alors, la pédagogie se révèle dans les pratiques concrètes. Vous êtes enseignant de français. Est-ce que vous pourriez nous décrire une activité que vous proposez généralement dans vos cours? De manière générale, comme enseignant, il y a plusieurs activités. Un enseignant ne peut pas se cantonner à une activité, Une de vos activités. que la langue, c'est un territoire. Il y a des communes, il y a des départements. Donc, il faut investir dans toutes les parties de la langue, que ce soit le lexique, que ce soit la morphologie, que ce soit la syntaxe. Il faut vraiment un investissement sur chacun de ces aspects de la langue. Quand vous enseignez, par exemple, la littérature, ou bien le français par la littérature, qu'est-ce que vous faites concrètement Alors, je vais vous donner dans culturel, la littérature? un cas précis. Pour moi, si on ne comprend pas, on ne peut pas apprendre. C'est-à-dire que la porte d'entrée de l'apprentissage d'une langue, de l'apprentissage institutionnalisé de la langue. Ce n'est pas un apprentissage par frottement. Ce n'est pas un apprentissage sur le tas, mais c'est un apprentissage dans un cadre institutionnel donné, c'est-à-dire à l'école,
ou dans un institut de langue. J'aime commencer mes cours par l'enseignement de la compréhension des écrits. Comment lire, hein? Voilà. Pour moi, c'est une compétence importante. Comment lire, hein? J'aimerais présenter pour l'auditoire un cas précis d'activité sur l'enseignement de la compréhension des écrits. Comment lire un texte? La question peut paraître bizarre, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Nous lisons souvent, très souvent, mais malheureusement, tout le monde n'a pas de stratégie de lecture, hein. Donc, il faut avoir des stratégies de lecture, hein. Quelle serait cette stratégie de Alors, lecture? je vous donne un exemple. Alors, je prends un texte on va prendre un texte de Montesquieu. Je viens dans la salle et je dis aux apprenants, je présente les objectifs du cours et je dis que voilà, les objectifs après ce cours, il vous faudra développer, vous aurez telle compétence, hein, après ce cours. Je présente les objectifs et on prend le texte de Montesquieu. Il y a un questionnaire, hein, avec le texte et je demande à la salle quelles sont les premières choses qu'on fait quand on a un texte. Est-ce qu'on lit le texte? Est-ce qu'on lit le questionnaire avant? Voilà. Je commence de cette manière, hein. Et j'attends la réaction des étudiants ou des apprenants. Généralement, heureusement, il y en a qui répondent, qui vous disent, on lit d'abord le titre. Effectivement, c'est le titre. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec le titre? On le lit. Est-ce qu'on le lit passivement ou on le lit activement? Quand vous lisez le titre, qu'est-ce que vous faites avec? Après la lecture de fragments d'une partie d'un texte, il faut l'interpréter parce que lire est une activité interprétative. Alors, vous lisez une partie du texte et dans le texte, le titre du texte, c'est La séparation des pouvoirs, source de stabilité. Nous lisons Montesquieu. Alors, il faut interpréter le titre. La séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que cela signifie, la séparation des pouvoirs? Et vous allez demander aux apprenants, si on parle de séparation de pouvoir, quels sont ces pouvoirs? Combien y a-t-il de pouvoirs? C'est quoi la stabilité? Quel est le contraire de la stabilité? En quoi la séparation des pouvoirs peut-elle conduire à la stabilité? Donc, il y a ce travail d'interprétation pour comprendre le titre du document. Et après, on leur demande ce qu'on lit après le titre. Chacun va donner son opinion. Et il y en a un qui vous dit le chapeau. Le chapeau. Effectivement, il est important de lire le chapeau parce que dans le chapeau, il y a des informations pertinentes. Alors, il se trouve que dans le texte de Montesquieu, il n'y a pas de chapeau. Donc, s'il n'y a pas de chapeau, on passe à autre chose. Et heureusement, dans le texte, il y a des intertitres. On va donc interpréter chaque intertitre du texte. Après ce travail, on lit le nom de l'auteur. On va poser une question sur l'auteur. Que savez-vous de Montesquieu? Voilà. Est-ce que vous avez déjà lu un texte de cet auteur? Oui, ce travail d'interprétation. Pourquoi c'est important? Parce que tous ces éléments, on appelle ces éléments paratextuels. On ne peut pas lire un texte sans interpréter son paratexte. Le paratexte, comme le nom le suggère, c'est tout élément qui se trouve dans l'environnement du texte, qui entoure le texte. Donc, il faut les interpréter. Et la date de publication, c'est aussi un élément important. Oui. Si le texte date de telle année, il y a un état de connaissance à partir de cette année, hein. Oui. Donc, on apprend à l'apprenant à interpréter, non seulement à lire les éléments du paratexte, parce que c'est important, mais aussi, c'est très important à interpréter ces éléments. Quelle est l'importance de ces éléments? Ça va aider l'apprenant à cerner le thème. Voilà un élément. Le texte traite de
de la séparation des pouvoirs. Tel intertitre met l'accent sur tel aspect de la séparation des pouvoirs. Tel autre intertitre insiste sur tel autre aspect de la séparation des pouvoirs. Donc voilà comment on procède dans l'apprentissage de la lecture active. Et après la lecture et l'interprétation des éléments du paratexte, avant de lire le texte, et j'aime dire à mes apprenants que le texte est la chose la moins importante. Donc, parce que le paratexte et le questionnaire sont plus importants que le texte. Parce que si vous lisez directement le texte, il se peut que vous passiez à côté de la richesse du texte. En lisant le paratexte et le questionnaire, on va comprendre ce qui est essentiel pour l'auteur. Et après les éléments du paratexte, je demande aux étudiants, aux apprenants de lire le questionnaire. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les questions que l'on pose sur un texte mettent l'accent sur les idées essentielles du texte. Et je leur demande généralement d'interpréter. L'apprenant lit une question et je lui demande qu'est-ce que cette question vous renseigne sur le texte. Parce que si on pose cette question, c'est parce que dans le texte, il y a telle ou telle chose. Donc, on fait ce travail et après ce travail, je leur demande de résumer le texte. Car si vous lisez le paratexte et vous l'interprétez, vous émettez des hypothèses d'interprétation. Si vous lisez le questionnaire, donc les questions relatives au texte, vous pouvez résumer le texte. Et voilà un travail intéressant. Après ce travail d'interprétation à partir des éléments du paratexte et du questionnaire, on comprend déjà beaucoup de choses du texte. Et la lecture devient une formalité. Beaucoup plus facile. Absolument. Merci. Et pourquoi pas, il y a un autre aspect dans cette méthode d'enseignement de la lecture, c'est parce que si vous ne procédez pas de cette manière, votre cerveau ne sera pas actif. Et c'est quoi, Donc, réellement, c'est quoi? le cerveau, c'est important. Il faut lubrifier le cerveau quand vous lisez. La lubrification du cerveau consiste à éveiller toutes les zones actives du cerveau. Quand vous lisez les éléments du paratexte et le questionnaire, le cerveau, il est actif. Pourquoi il est actif? Parce que vous allez, je dirais, activer des zones du cerveau. Donc, le cerveau, il est actif. Et s'il est actif, l'interprétation se fera avec facilité. Avec facilité. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Merci. Merci, Monsieur Versely. Alors, on sait que la langue, c'est pas seulement littérature. La langue, c'est aussi, je dirais, une mémoire partagée. Quelle place, Monsieur Zerly, d'après vous, le français occupe-t-il dans la mémoire collective haïtienne? Le français occupe une place, je dirais, prépondérante. Il est vrai que il y a des gens qui ont des comptes à régler avec le français, mais le français demeure un élément important de la mémoire collective. Les œuvres, il y a beaucoup d'œuvres haïtiennes qui sont formulées, rédigées en français. Je dirais même, sans être provocateur, sans le français, nous serions sans mémoire. Car c'est Quand on pense au début, absolument, c'est le français comme véhicule, le français comme, je dirais, archive, qui a su protéger et transmettre la mémoire de l'esclavage, une partie, hein, puisqu'il y a eu un temps de cette mémoire qui est, je dirais, transmise à travers le créole, à travers les chants, oui, c'est ce que j'avais. à travers l'art. Mais l'autre partie de la mémoire haïtienne, c'est grâce au français. Donc, tout cela dit, c'est pour cette raison que nous avons deux langues. Ceux qui disent que le français n'est pas une langue haïtienne, ils ont tort.
ils ont tort. Parce que si une langue a su protéger une partie de votre mémoire, une partie de ce que vous avez été, vous ne pouvez pas dire que c'est pas votre langue. Alors qu'il y a des gens qui pourraient vous dire, c'est parce qu'il y avait une lutte et même une discrimination par rapport au créole. Et on n'a pas donné ce même statut à la langue créole par rapport à la langue française. Il y avait cette discrimination. On n'a pas considéré le créole au début comme une langue. Certains en parlent de dialecte, d'autres ne voient pas une langue. Quel serait votre argument par rapport à cela? Bon, chacun peut avoir son opinion. Nous sommes, alors, c'est grâce aux Français qu'on a appris à être tolérants, on a eu accès à des livres, à des auteurs qui nous enseignent la tolérance. Grâce à la langue française, on a appris la philosophie, on a appris beaucoup de choses. Voilà, on a appris sur la Platon. Cela ne signifie pas que que le créole ne peut pas enseigner la littérature. Ce n'est pas le cas, mais c'est un constat. On a eu accès, le français nous a donné accès à la compréhension du monde. Moi, je ne suis pas, d'abord, je suis linguiste, je ne suis pas Francophile. francophile. Je peux parler du français sans aimer le français. Moi, je n'aime pas le français. Parce que ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'utilité. Est-ce que le français est utile? La réponse est Oui. oui. Est-ce que le créole est utile? Bien évidemment. Maintenant, comment, quand vous avez deux langues, comment faire pour les aménager, pour donner à chacune des deux sa place, sa place. Et le français, surtout dans un monde où il y a des langues majeures et des langues mineures, dans une approche gravitationnelle de la langue, vous voyez, il y a cette approche. Il y a un linguiste français qui s'appelle Louis-Jean Calvet qui a essayé d'expliquer les langues, les relations entre les langues à travers un modèle qu'il appelle le modèle gravitationnel. Et dans ce modèle, vous avez les langues comme l'anglais, le français, qui sont des super langues. Et vous avez des langues comme le créole haïtien, qui sont des langues périphériques. Parce que Haïti maîtrise, pas maîtrise de manière générale, parce que des Haïtiens maîtrisent le français ou connaissent le français, ils accèdent plus facilement avec des connaissances du monde. Et ça, c'est un constat. Oui, ça c'est Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'utilité. Est-ce que le français est utile? Oui. d'ailleurs en Haïti, le français, c'est la langue de l'enseignement. C'est la langue de l'enseignement. Malheureusement, on constate que le français s'emploie de moins en moins dans l'enseignement du français à l'université. Les examens sont formulés, bien évidemment, en français, mais les cours sont dispensés En créole. pour la plupart en créole. Vous avez des enseignants, des profs de physique, des profs de chimie qui vont vous enseigner, qui vont dispenser le cours en créole, alors que les étudiants vont composer en français. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème, malheureusement. Malheureusement. Monsieur Verly, euh, alors, vous avez parlé vraiment de cette relation entre français et créole en Haïti. Et je pense que c'est le travail de ces linguistes que vous connaissez généralement quand on parle en police. Vous parlez souvent de Berwet Auriol, Robert Berwet Auriol, qui a proposé une réflexion sur cette relation français et créole dans son livre Aménagement Linguistique. aménagement du bilinguisme en Haïti. Et alors, quelle serait, d'après vous, Monsieur Verly, votre réflexion sur cette question? Comment l'enseignement du français pourrait contribuer
la formation d'une certaine citoyenneté ouverte et consciente en Haïti, notamment dans vos cours, etc. Le français comme outil d'apprentissage, comme médium, comme véhicule, je crois qu'il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer en ce que le français permet d'avoir accès à des savoirs, à des textes, à des idées innovantes, à des idées d'autonomie, à des idées de tolérance. Donc, il faut tout simplement que le français soit utilisé à bon escient. Donc, il faut avoir des enseignants qui savent que leur rôle d'enseignant euh, les oblige à être des passeurs de connaissances, des passeurs de valeurs, puisque à travers l'enseignement, on peut transmettre des valeurs de tolérance en fonction des textes que l'on va sélectionner. Parce que enseigner est un acte politique. Ce que l'on enseigne, le contenu de l'enseignement est un acte politique. Si on veut transmettre la haine, on peut sélectionner des œuvres qui font l'éloge de la discordance. Mais si on veut enseigner l'autonomie, par exemple, on va choisir les auteurs qui font la promotion de l'autonomie. Si on veut faire la promotion euh, de l'usage de l'Internet à des fins utiles, on peut choisir des textes. Donc, le travail de l'enseignant, ce n'est pas un travail passif. Il ne peut pas dire il n'y a pas de neutralité pédagogique. Tout choix pédagogique vise un but déterminé. Donc, je crois, pour répondre clairement à la question, le français a un rôle à jouer dans ce travail. De citoyenneté, etc. Quelle vision d'avenir portez-vous pour le français en Haïti? Langue de transmission, de dialogue, de rencontre? Je suis très inquiet pour le français en Haïti. Je suis très inquiet. Euh, Je ne suis pas un héritier du français. Je ne suis pas un héritier de... J'ai eu la chance ou l'amour d'apprendre. J'ai développé cet amour d'apprendre, cette curiosité de voir ce que les livres nous enseignent, ce que les autres cultures euh, ont à nous enseigner. Donc, j'ai développé cet amour à travers la langue, à travers mon entourage également. Même quand dans mon entourage, on ne parlait pas français, mais on aimait la langue française. On donnait, on donnait de l'importance au français parce que le français était vu comme ce véhicule de promotion sociale. C'était un facteur, C'était prestigieux. c'était prestigieux. Et ce prestige, ce regard sur le français avait de l'importance. On lisait, ça poussait les gens à écrire. Pour courtiser une femme, il fallait maîtriser tant soit peu le français. Malheureusement, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le français n'est plus ce qu'il était. Le français est, le constat est déplorable en constante régression en Haïti. La santé du français, le français est malade, hein? On ne voit pas vraiment le français dans une vraie logique de je dirais, de progression significative, de progression positive, contrairement à la francophonie dans les pays africains. Parce que quand, oui, en Afrique,
il y a cette spontanéité à parler en français. Il y a les marchands qui s'expriment en français. C'est intéressant de voir. Pour voir si une langue progresse dans un territoire, dans une communauté, il faut voir qui s'exprime dans cette langue. Si dans une langue, vous avez des gens qui vont à l'école, des gens qui vont à l'université, qui maîtrisent cette langue, cela signifie que cette langue est menacée. Le français est menacé parce que ceux qui arrivent à parler le français en Haïti, ce sont les gens qui vont à l'école. Si le français ne peut pas se parler par des gens qui ne vont pas à l'école, qui arrivent à acquérir le français dans des interactions avec leur entourage, c'est que le français est menacé. En revanche, le français est en bonne santé sur le continent africain. Et la question que l'on doit se poser, nous, enseignants de cette langue, que peut-on faire pour que le français devienne la langue du plus grand nombre? Voilà une très belle question que j'adresse aussi à nos auditeurs. Que peut-on faire de cette langue? Nous sommes en train de parler autour de cette question, la littérature francophone comme point culturel, avec un sous-titre, l'enseignement du français à l'UFH, avec le professeur Verly Sylvestre, professeur de français à l'Institut français en Haïti. Nous sommes maintenant à la fin de cet épisode. Monsieur Verly est avec nous, il est avocat, il est prof de français, il est aussi linguiste. Monsieur Verly, une dernière question. C'est vrai, vous parlez de cette position de la langue en Haïti et par rapport aussi à en Afrique, le continent africain. Et quelle serait une dernière réflexion, une réflexion finale que vous souhaiterez partager sur la place et le rôle du français en Haïti aujourd'hui? Alors, permettez que je dise également que je suis le président de l'Association haïtienne des enseignants de français. L'organisation dont je suis le président pense qu'il faut investir dans le français, qu'il faut investir dans la formation des enseignants. Et c'est pour cette raison qu'on a créé l'AEF, qui est l'Association haïtienne des enseignants de français, parce que le français est menacé en Haïti. Et c'est une grande inquiétude quand on voit comment on maîtrise la langue de moins en moins. On l'enseigne généralement sa méthode consciente. On n'enseigne pas une langue vivante, puisque beaucoup d'enseignants, et je vois ça dans certains milieux, beaucoup d'enseignants se plaisent à enseigner la grammaire. Et nous savons que la grammaire, c'est le côté inactif de la langue. Ouais, c'est la description C'est la description de la langue. On n'enseigne pas une grammaire, on enseigne une langue. On enseigne des actes de langage. On enseigne, on fait développer des compétences. Donc, je crois que dans le cas haïtien, nous avons à investir dans la formation des enseignants. Il faut des enseignants mieux formés, d'abord bien formés, ensuite mieux formés, pour garder la langue française vivante dans le pays. Le français se trouve dans une situation difficile en Haïti. Il faut, pour aider à améliorer le statut ainsi que, je dirais, la santé du français, des associations qui s'investissent dans la formation des enseignants et qui demandent également à l'État haïtien de pencher sur le cas du français. Et vous avez un autre phénomène, c'est important de le souligner. Avec l'émergence, avec la facilité d'utiliser l'intelligence artificielle, le français sera beaucoup plus en difficulté dans les jours à venir. Parce que moi, prof de français,
je vis cette situation quand je donne une production écrite où j'enseigne comment faire un exposé. Vous allez voir, alors que vous enseignez tout ça avec des exemples, avec des cas concrets, avec des modèles vivants, vous avez des apprenants qui vont demander à une machine Pour rédiger. de tout rédiger. Donc, c'est vraiment une situation difficile et que pour la santé de la langue, pour la pérennité du français en Haïti, il faut investir dans la formation. Il faut des profs qui aiment l'enseignement, des profs qui, je ne dis pas maîtriser la langue. Ce n'est pas une question de maîtrise de la langue, c'est une question de maîtrise d'une méthode d'enseignement efficace, de manière à accompagner les apprenants dans leur apprentissage de la langue. Ou bien de connaître les différentes méthodes afin Ah, de pouvoir en appliquer une, absolument. etc. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et quels seraient vos conseils pour vos étudiants, vos collègues de français, vous en tant qu'avocat et enseignant et directeur et disons président de cette association des profs, des enseignants de français? Je disais au début de cette émission que j'ai été amené à enseigner le français alors que ce n'était pas vraiment une vocation au sens noble du terme, hein. Voilà. Puisque quand nous parlons de vocation, nous parlons d'une certaine, d'un destin. On est prédestiné. Dans mon cas, je ne peux pas dire que j'ai été prédestiné à enseigner le français. Ce n'est pas une vocation au sens très pur, je dirais même au sens religieux du terme. Mais j'ai appris à devenir français, à devenir enseignant de français. Je l'ai appris grâce à d'autres enseignants, grâce à des formations. Quand j'ai commencé à enseigner le français, j'enseignais la grammaire, hein. Pour moi, la langue, c'était tout simplement une transmission Des règles grammatiques. des règles grammaticales. Donc, pour moi, le code, c'était la langue comme code. On fait de la grammaire, on fait, Ne dites pas, dites. voilà, où on étudie le subjonctif, on demande à l'apprenant de répéter et on donne des exercices de grammaire. C'était ça pour moi. Au début de ma carrière d'enseignant, c'était ça. Ce n'est pas Mais traditionnel. j'ai appris avec le temps, grâce à la formation, grâce à des séances de formation à l'Institut français, grâce à la lecture, à l'auto-formation, j'ai compris que l'enseignant ne peut pas se contenter de faire de la grammaire, que la mission, le rôle principal de l'enseignant, c'est d'enseigner un comportement. Enseigner un comportement, cela signifie d'amener l'apprenant à comprendre que la langue est un outil politique, que la langue est un outil stratégique. Et ce qu'il doit maîtriser, ce n'est pas telle règle de grammaire, mais ce que l'on peut produire comme acte avec telle notion de grammaire. Et pour aider l'apprenant à maîtriser la langue, à comprendre que la langue est un acte, est un outil d'action, il faut une situation de communication. Il faut lui enseigner les éléments de langue lui permettant de produire tel acte de langage. Et c'est ainsi que l'apprenant va maîtriser la langue dans une perspective de communication. Ce n'est pas la maîtrise du subjonctif, mais ce qu'il peut faire
quand il maîtrise le subjonctif pour produire tel acte de langage. C'est ça. Alors, le conseil que je donnerais à mes collègues enseignants, c'est de se former. C'est d'abandonner l'approche traditionnelle consistant à enseigner la grammaire pour la grammaire, à enseigner une langue qui n'est pas vivante, Et avec des montagnes avec d'exercices. des montagnes d'exercices, ou à donner des exercices de grammaire dans une évaluation. Donc, et à mes étudiants d'aimer la langue, car l'amour des mots, l'amour de la langue est un puissant véhicule d'auto-formation. Quand on aime les mots, on étudie. Quand on aime la précision des mots, on va lire des auteurs. Car les auteurs de toutes les littératures sont des principaux archivistes de la richesse singulière des mots. Je voudrais terminer de cette manière. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de la série Voix de l'IFH. Après la langue comme transmission, nous avons exploré la littérature comme ouverture et mémoire. Nous remercions chaleureusement notre invité, M. Zerli, et avocat, prof de français et président de l'Association haïtienne des enseignants de français. Monsieur Zerli, juste un dernier mot. Vous avez collaboré à un projet en tant qu'avocat. Vous avez écrit quelque chose ou vous avez participé à un projet? Oui, Brièvement, c'est effectivement, j'ai participé à la rédaction d'un ouvrage collectif qui s'appelle La cassation dans tous ses états. J'y ai écrit un article sur la dimension linguistique des arrêts de la Cour de cassation. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti.